Il n'y a pas un peu de cynisme aussi parfois à dire peu importe, ça fait le buzz, après je m'excuserai. Pas sur tous les sujets, mais il y a des sujets où il faut pas trop rigoler. Et alors Squeezie, vous le connaissez? On s'est serré la main une fois, mais je crois qu'il m'aime pas trop. Vous êtes de droite, vous? En vrai, en toute honnêteté, je pense être plus de droite. Au fond de moi, je sais que je suis pas raciste, je sais que je suis pas homophobe, je sais que je suis hyper tolérant. Tous les gens qui me connaissent dans la vraie vie s'en rendent compte. On voit beaucoup votre corps, mais qu'est-ce qui vous nourrit spirituellement? En rigolant, j'aurais dit des protéines parce que j'en mange tous les jours. Bonjour Thibaut InShape. Enchanté, Emric. Ça va la forme? Ça va et vous? Très bien, merci. Bienvenue sur le ring. Bah oui, merci de nous accueillir. On est à Albi. Exactement, à côté de Toulouse. Exactement. Un petit mot peut-être sur le lieu. C'est la première fois que je fais une interview sur un ring. Eh ben écoute, c'est interview dans un premier temps et après c'est sparring. Je sais pas si on te l'a dit. Non, on m'a pas prévenu. C'est la deuxième partie de l'interview. Donc on est dans ma salle de sport et dans mon local, dans ma salle de sport. Et là du coup, on a fait installer un ring. C'était un petit peu un caprice parce que j'ai commencé la boxe anglaise il y a pas longtemps. Je me suis dit, ben voilà. J'ai la place de mettre un ring, donc c'est parti, on y va. Donc c'est un 6x6, magnifique. Et voilà, donc le cadre est plutôt sympa. Bon, moi je me suis levé à 5h du matin pour venir ici. J'ai plein de questions, je suis pas sûr de revenir, donc vas-y, vite ton sac. Toutes les questions, on va se parler franchement, et comme ça au moins. Bien sûr. Et je sais qu'en plus, vous êtes plutôt du genre à parler franchement et à répondre aux commentaires à toute franchise, donc on va être sur ce ton-là. On va parler de vous, de votre parcours. Très bien. Et puis surtout, ça se passe comment la vie du premier youtubeur français, puisque depuis peu de temps, vous êtes numéro 1 en France sur YouTube. Il paraît. Il faut que je vous confie un truc. C'est il y a 2 jours, avant-hier, je buvais un verre avec une bonne amie à moi, qui s'appelle Juliette. Ok, on lui passe le bonjour à Juliette. Et je lui disais, après-demain, j'interviewe Thibaut InShape. Et là, sa réaction, c'était, je la cite, ce type est hyper problématique. Alors je lui dis mais pourquoi problématique, etc. Et elle a dit bah oui, elle a un peu réfléchi. Au début elle ne savait pas trop, puis elle a dit il y a eu sa vidéo sur Auschwitz, il y a eu ça. Et elle a dit il est masculiniste, homophobe. Alors j'ai tout ce qui finit par ophobe, je pense que je les ai donc. On va en parler et je sais que justement vous avez fait des vidéos pour répondre à ça. Il y en a eu plusieurs. Mais je me suis posé la question quand même parce qu'après du coup j'ai discuté avec d'autres personnes et à chaque fois il y en a qui vous aiment beaucoup. Vous avez quand même plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube, donc il y a quand même beaucoup de gens il y en a quelques-uns, au moins quelques-uns. Il y a des millions de gens qui en tout cas, ont intérêt pour vous. Et puis quand même, vous cristallisez une sorte de je sais pas, les gens que vous n'aimez pas forcément, quoi. Comment vous le vivez? C'est pas grave. J'ai appris, je pense, assez rapidement sur les réseaux à pas être aimé, c'est un bien grand mot comme ça. Mais sur les réseaux, moi, je m'amuse, j'ai envie de proposer des choses que j'aime. Des fois, ça plaît, mais un petit peu moins. Il faut accepter, et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on touche 20 millions de personnes, même s'il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui, si on touche 20 millions de personnes et sur Instagram, on est presque 10 millions, etc., quand on propose un contenu, forcément, inconsciemment, on va se mettre des gens à dos, des gens qui n'ont pas la même expérience, pas le même retour, pas le même parcours de vie, qui peuvent être choqués par une blague, par exemple, que je peux faire, mais ça en fera rire d'autres. Donc ça qui est pas facile avec le métier de créateur de contenu, c'est que c'est dur aujourd'hui, d'autant plus en 2024, de plaire à tout le monde. Beaucoup de collègues YouTube me demandent comment tu fais justement pour gérer ça, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres, c'est vrai que je prends pas mal, tu vois, mais c'est pas grave à partir du moment où je fais ce que j'aime et que je pas à dos, mes proches, mes amis, mes gens qui me connaissent bien dans la vraie vie. Le jour, effectivement, c'est souvent ce que je dis, c'est le jour où je me mettrai à dos, ou alors qu'un ami à moi d'enfance qui me connaît très bien me dirait « Ouais, Thibaut, là, ta vidéo, elle est un peu limite. » Ou là, cette blague-là, je l'aurais pas fait. Ou quand ma chérie, elle me dit « Ouais, Thibaut, non, fais pas ça. » Je prends la vie beaucoup plus en considération que si c'est quelqu'un que je verrai jamais de ma vie qui me dit Thibaut, c'est nul ce que tu fais. En fait, je sais que je suis pas raciste, je sais que je suis pas homophobe, je sais que je suis pas tout ce qui finit en phobe comme on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que les gens, ils aiment bien mettre cette image-là, donc j'ai envie de dire grand bien leur face, ou comme disait un certain homme, voilà, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Bon, on va en reparler un petit peu, mais je voudrais juste un petit peu résumer moi tout ce que je sais sur vous, et puis comme ça on essaiera d'en apprendre davantage. Donc vous appelez Thibaut, votre vrai nom, c'est pas InShape, c'est de la part, vous avez 32 ans. Moi américain comme ça, moi anglaise. Vous êtes né à Toulouse, et donc vous venez de dépasser Squeezie, qui était numéro 1 sur YouTube depuis 5 ans, je crois. Tout à fait, ouais. Et maintenant, c'est vous qui avez le plus d'abonnés parmi les youtubeurs francophones. Et alors Squeezie, je me suis posé la question, vous le connaissez? On s'est serré la main une fois, mais je crois qu'il m'aime pas trop. Ah oui? Je sais pas, je crois qu'il y a des antécédents ou en interne, ou alors peut-être qu'il fait malheureusement partie, comme c'est beaucoup de personnes là, qui me cristallisent et qui jugent ma personne sans me connaître dans la vraie vie. Vous vous êtes serré la main quand? C'était à la Vidéo City, je crois que c'était en 2017. Et voilà, on s'était rapidement serré la main après le salon, et voilà, après on est passé à la suite de nos vies, et voilà.
Parce que c'est quand même un petit milieu, les influenceurs. C'est une cour d'école, bien sûr, c'est une école. Donc je me posais un petit peu la question, si vous avez des amis, et est-ce que vous vous appelez, comment ça se passe? J'ai des connaissances, j'ai des très bonnes connaissances grâce au réseau. J'ai pas de vrais amis qui pourraient m'aider à 5h du mat si je tombe en panne. Je garde vraiment ma bande de potes que j'ai connue avant les réseaux et qui m'appellent voilà, Thibaut ou d'autres surnoms que j'avais. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est un métier où forcément tout le monde a son intérêt. Et même s'il y a des personnes que j'apprécie énormément, c'est des très bonnes connaissances, je suis ravi de les voir à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est dur de mettre le mot ami là-dessus, d'autant plus qu'on se voit pas assez pour créer ce lien. Quand on va se voir, en plus, j'habite à Toulouse, pas à Paris, donc c'est dur de se voir que pour un café. J'imagine qu'il y a plein de collègues youtubeurs qui ont vraiment réussi à créer de belles relations et de l'amitié grâce au réseau. C'était pas mon cas parce que voilà, la distance fait que quand je montais à Paris, c'est pour un tournage. Donc on fait le tournage et après il faut rentrer le soir à la maison. Donc je dirais pas que j'ai de profondes amitiés, mais des gens que je respecte et que j'aime bien sûr. Ouais. Qui, par exemple? Il y a qui? Il y a Loïc et Roxane qui me viennent à l'esprit, qui habitent sur Nice, à l'atelier de Roxane. Il y a 12 février, Flavian, son chéri, que j'apprécie, qu'on voit beaucoup. Il y a toute la bande aussi de Rennes, le Bouzeux, toute la bande du local qui sont super sympas. Michou, Inox que j'avais rencontré. Plein. Avant toute chose, je voulais peut-être aussi cadrer, parce qu'on se parle là, alors c'est la première fois qu'on se voit, et on se parle à un moment particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu une dissolution en France, décidée par Emmanuel Macron, et à l'instant où on enregistre cet entretien, cette conversation, il n'y a pas encore le premier tour des législatives, mais elles sont très proches. Alors, ça ne vous a pas échappé, il y a eu une lettre donc, de Squeezie, on en revient encore, qu'il a publiée, où il disait finalement une lettre aux jeunes, il disait qu'en gros, il leur conseillait de ne pas voter pour le Rassemblement national. Vous-même, vous avez publié une lettre, on va en parler, mais quand vous l'avez vue, cette lettre de Squeezie, c'était quoi votre réaction ? J'étais pas forcément d'accord avec lui. Après, encore une fois, il a le droit d'avoir son avis, il a eu son équipe, la lettre était très bien écrite, on sent qu'il s'est fait aider, etc. pour l'écrire. Et je comprends, c'est tellement un sujet compliqué, et d'autant plus qu'on est créateur de contenu. On n'est pas censé être politisé, on n'est pas censé, voilà. Même si certains pourraient dire que effectivement le rôle d'influenceur est aussi de donner des conseils ou d'orienter, mais encore une fois, moi, mon avis, c'est plus de Chacun fait ce qu'il veut, chacun vote le parti qu'il veut. Oui, il y a des extrêmes, encore une fois, on est créateur de contenu, on a la chance de gagner correctement notre vie. On ne peut pas dire à des gens qui gagnent le SMIC de voter tel ou tel parti. Nous, on prend des taxis, certaines personnes prennent des transports en commun, certaines vivent dans des quartiers aussi difficiles. On ne peut pas juger les gens. Donc pour moi, les gens, s'ils ont plus de 18 ans, et c'est le cas parce qu'ils vont voter, ils ont le droit et le devoir aussi de se renseigner sur les différentes listes. Et chacun, c'est pas pour rien que l'isoloir, c'est un lieu intime où chacun vote en secret. Chacun doit se faire sa propre opinion et en fonction de ça, en fonction de sa vie, de ce à quoi il aspire, il vote et voilà, et ça concerne que cette personne-là et voilà. J'entends ce que vous dites, mais j'y vois un peu une contradiction. D'une certaine façon, dans les vidéos que vous faites, vous recommandez des choses. Ça peut être des compléments alimentaires ou ça peut être faire du sport, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au quotidien, conseiller les gens de faire du sport, etc. Et puis, quand il s'agit de la politique, de dire « Ah non, moi j'ai rien à vous dire ». Aujourd'hui, c'est vrai que tout est politisé aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai appris avec mes années, tu vois, parce que je fais une école de commerce, et je me suis rendu compte qu'effectivement, la muscu aujourd'hui en France avait une image de par le travail, l'abnégation, le sacrifice, entre guillemets, ça avait une image de droite. Et pourtant, on en parlait tout à l'heure, vous êtes dans un Basic Fit à 18h le soir, il y a plein de gens, d'autant plus dans le sport, qui sont de toutes les religions, de toutes les couleurs, de tous les partis politiques. Donc je vois pas pourquoi certaines pratiques seraient associées à un parti politique. Pareil pour l'armée, j'ai fait beaucoup de vidéos avec l'armée parce que petit je voulais devenir militaire, force de l'ordre, et pourtant c'est associé à droite, voire même extrême droite. Et pour autant, je suis sûr qu'on va dans n'importe quel commissariat, il y a plein de gens qui votent dans plein de milieux différents. La boxe, pareil, j'ai commencé la boxe anglaise il y a pas longtemps, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toutes les couleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que sur les réseaux, on a tendance, à tort, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, à vraiment politiser tous les choix de vie de telle ou telle personne, et d'autant plus quand on est youtubeur, puisqu'on se montre publiquement. Et voilà, donc c'est dommage, mais bon, c'est partie du jeu, quoi. Je vous pose la question, vous êtes de droite, vous ? En vrai, en toute honnêteté, je pense être plus de droite, effectivement. Hein. Déjà, je suis chef d'entreprise, donc forcément, moi, dans l'isoloir, je pense à mon intérêt propre, tu vois, et celui de mes proches. Donc, effectivement, je pense que je peux me considérer plus de droite. Ouais. Mais humain, avant tout, tu vois, humaniste, j'irai pas jusque-là, mais juste
juste normal, en fait, curieux. Et j'essaie, voilà, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, de pas juger les gens. En fait, on m'a tellement jugé personnellement depuis 10 ans à me donner toutes les insultes qui peuvent exister, vraiment. Hein, vous tapez Thibaut Inchep sur Twitter, je pense qu'il y a tout qui existe, que vraiment, je juge pas les personnes. J'y vais, je vais à la rencontre et voilà. Vous, bon, il y a eu la lettre de Squeezie, mais il y a eu aussi votre lettre à vous. Enfin, vous avez publié un message justement sur ce moment politique. Ouais. Avant de le publier, ce message, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous vous êtes dit que vous deviez forcément prendre la parole? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait assez instinctivement, assez rapidement, assez simplement. Je voulais, j'estime que encore une fois, on est créateur de contenu, donc c'est pas forcément notre rôle, mais certains pourraient dire que si, c'est aussi notre rôle parce que dans la société on joue. Mais c'est vrai que j'ai eu envie, tout simplement, en fait, c'est vraiment, j'ai eu envie de m'exprimer là-dessus. On sent qu'en France, en plus, dans la lettre que j'ai écrite, j'ai appelé un petit peu au calme aussi, parce que là, j'entends même, je reçois des commentaires d'amis qui se disputent, dans les familles, ça se déchire, et pour autant, je trouve ça cool que on ait chacun, même dans les partis, dans les familles, des avis différents. C'est ce qui permet de nourrir, et encore heureux qu'on soit dans un pays, dans une démocratie, chacun des avis différents, chacun discute et c'est ce qui nourrit justement des idées de droite, des idées de gauche, extrême droite. On mélange tout ça, on fait un package et on essaie, enfin les politiciens essaient de faire un truc correct, on va dire. Il y a une phrase dans votre lettre que j'ai relevée. Vous dites à la fin de votre lettre, au moment de voter, posez-vous la question suivante. Donc vous vous adressez aux personnes qui lisent. Mon vote a-t-il un impact positif sur la vie des gens que j'aime et qui m'entourent? Pour le coup, en fait, moi, je ne pense pas comme vous. C'est-à-dire, moi, je ne me pose pas uniquement la question des gens qui m'entourent ou que j'aime. C'est-à-dire que quand je fais un vote, je pense à une sorte de conscience sociale. C'est qu'il y a des gens que je ne connais pas et je sais que mon vote va les impacter. Est-ce que vous vous sentez concerné uniquement par ce qui vous entoure ou les étrangers ou quoi? Comment vous vous situez par rapport à des gens que vous ne connaissez pas? Parce que dans la phrase là, c'est juste, moi, je m'intéresse aux gens qui m'entourent et je vote pour eux. Mais c'est un peu limitatif, non? Non, oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, une des bonnes choses à faire, c'est penser un peu à la globalité, même si c'est dur un peu de penser à la globalité. Enfin, dans mon esprit, c'est on pense à soi, on pense aussi à ses proches et après on pense aux autres. Et la famille, manifestement, ça a une importance majeure pour vous. Vous travaillez avec votre père, avec votre mère et puis vos frères. Ça représente quoi pour vous, la famille? C'est important pour moi, c'est un socle, une base solide. C'est des personnes qui seront toujours là pour moi, je peux les appeler à n'importe quelle heure. Et encore une fois, je prends souvent l'exemple de même les gens qui regardent la vidéo, posez-vous la question, si un jour vous tombez en panne à 5h du matin, qui vous appelez? Et on a beau avoir 20 millions d'abonnés sur un YouTube comme j'ai, des dizaines de millions. Franchement, je pense qu'il y a peut-être 5, 6 personnes que je peux appeler et c'est très bien et c'est déjà super. Et quand on se pose cette question, qui je peux déranger à 5h du mat, on se rend compte qu'avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux, ça veut pas tout dire. Alors oui, certes, aujourd'hui c'est mon métier, c'est mon gagne-pain, tant mieux, c'est cool. Pour moi, la famille c'est important. Voilà, c'est un socle solide qu'il faut entretenir parce que c'est pas facile. Rapidement, on peut se disputer dans les familles, hein, ça peut aller très vite, mais discuter. Et si à la fin on ne trouve pas d'idée, enfin si on n'arrive pas à trouver un juste milieu, c'est pas grave. On a le droit d'avoir des opinions différentes et la vie continue. C'est pas pour autant qu'on ne pourra pas céder par la suite. Pour clore le chapitre des lettres, une fois que la lettre de Squeezie a été publiée, Jordan Bardella du Rassemblement National a réagi. Il vous a cité. Il a dit, avec ironie semble-t-il, que Squeezie avait fait ça peut-être parce que justement il était numéro 2 et que vous étiez passé numéro 1. Oui. Comment vous avez réagi quand vous êtes retrouvé dans cette lettre de Jordan Bardella, enfin cette publication de Jordan Bardella? Honnêtement, j'ai beaucoup d'humour, donc ça m'a fait rire, forcément. Après, effectivement, de par mon statut de maintenant, aujourd'hui, même si je ne suis pas le premier youtubeur, on peut rapidement être récupéré par tel ou tel parti, que ce soit l'extrême droite ou dans les prises de position, ou l'extrême gauche même, qu'importe les partis. Donc, en fait, je suis prêt, entre guillemets, et il n'y a pas le choix, malheureusement, je peux rien y faire, à être pris à partie, à être récupéré par droite à gauche. Donc, l'idée, c'est quand on sent qu'au bout d'un moment, il y a trop de récupération, c'était le cas, je crois que c'est arrivé, c'était un chanteur qui souhaitait pas que ses chansons soient mises pendant les meetings politiques du Rassemblement National. Claude Giraud, je crois. Ouais, Carlo Giraud. Je crois, peut-être que je me trompe. Mais... Peut-être nous dirons dans les commentaires au pire. Mais c'est à ce moment-là, prendre des dispositions et dire, non, là c'est bon, vous avez assez dit de choses, maintenant on arrête. Mais c'est vrai que les youtubeurs aujourd'hui et les influenceurs ont tendance à être rapidement associés à tel ou tel parti. Donc voilà, faut juste pas que ça soit une blague de temps en temps, pourquoi pas, mais quand c'est un trop, faut calmer. Justement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, depuis que vous êtes numéro 1, on parle beaucoup de vous, on parlait déjà beaucoup de vous avant, mais d'autant plus les médias un peu mainstream s'intéressent à vous. Et pour avoir lu beaucoup d'articles pour préparer cette interview, il y a quand même une tendance qui se dessine, c'est que vous êtes soutenu par l'extrême droite. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais être direct, tout a commencé parce que vous voyez juste en face de vous le drapeau français.
Et ça a été l'élément déclencheur de Thibaut égale extrême droite, Thibaut égale raciste. Et c'était incroyable de se dire que juste parce que j'ai mis le drapeau de France dans ma salle de sport, ça a découlé sur vraiment de la haine, vraiment du racisme. Enfin, disant que j'étais raciste. Et du coup, j'ai pas compris parce que pour avoir eu la chance de voyager un petit peu et d'aller dans plein de salles de sport, c'est commun dans les salles de sport d'avoir son drapeau, même de tous les pays, ou même son drapeau. On l'a vu aux États-Unis avec le drapeau américain devant le truc. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui en France, il y a un problème. Je pense que les gens sont pas assez patriotes. Et aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement pour d'autres, je pense que c'est vrai, les extrêmes, notamment l'extrême droite, a récupéré le drapeau français. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis dans une interview il n'y a pas longtemps, il faudrait que l'extrême gauche aussi et la gauche récupèrent aussi le drapeau français pour le remettre au centre un petit peu du jeu et dire non, le drapeau français n'appartient pas à tel ou tel parti politique, il appartient avant tout aux Français. Il faut être fier aujourd'hui d'être Français et non, être fier d'être Français, ça ne veut pas dire qu'on appartient à l'extrême droite ou qu'on est raciste, loin de là. Mais c'est juste que pour moi, actuellement, les jeunes ont besoin de ce côté patriote. Je pense que ça manque et être patriote aujourd'hui, c'est juste assumer ses idées, mais ça ne veut pas dire qu'avoir le drapeau français dans sa salle de sport ou chez soi, c'est raciste extrême droite. Donc je trouve que c'est un raccourci que les médias prennent, c'est dommage. Après, il me semble, mais je me trompe peut-être, mais que vous avez été associé à l'extrême droite avant cette histoire de drapeau. Déjà, il y avait, on va en parler un petit peu après, bien sûr, mais vous dites c'est important d'être patriote. Pourquoi ? C'est important d'être fier de son pays. On vit dans un magnifique pays, je le dis souvent, tu vois. Moi, je trouve que c'est cool. Franchement, on est cool, on est en France, on est bien. Souvent, c'est quand on part de la France qu'on réalise à quel point on est bien en France. Alors, bien sûr, c'est pas un pays parfait. Bien sûr, il y a plein de choses qui vont pas. On le voit tous les jours. Mais quand je pars en déplacement à l'étranger ou en voyage à l'étranger et que je dis que je suis français, les gens me disent, mais même, je me souviens, j'étais en stage au Texas, à Dallas, quand j'étais en deuxième année d'école de commerce. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fous à Dallas, quoi ? C'est trop bien la France, reste en France. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les gens en France ont honte d'être français. Et c'est que les étrangers qui se disent, putain, c'est trop stylé d'être français. Donc c'est associé, comme je disais, au luxe, à la gastronomie, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai l'impression qu'en France, les gens ont honte, entre guillemets, de porter le drapeau français, et je trouve que ça serait cool. Et quelque part, je me dis que je prends mon rôle, entre guillemets, je prends des coups de cailloux et des coups en affichant le drapeau français, en me disant que je suis fier d'être français, et je me dis, je participe au fait de rendre le drapeau français juste un côté patriote et sans pour autant avoir une étiquette politique. Juste, on est français, on a le droit d'avoir le drapeau français sans pour autant qu'il y ait un événement sportif où là on est fier du drapeau français. Mais juste dans le quotidien, c'est important. C'est important parce que c'est vrai qu'on voit que les gens sont beaucoup divisés en France, chez les jeunes. Et je me dis que peut-être un petit peu de patriotisme, ça ferait pas de mal. Après, c'est pas anodin. Là, effectivement, il y a le drapeau français. Il y a pas, toutes les salles de sport n'ont pas un drapeau français. Le fait, beaucoup. Mais le fait de l'afficher et de le revendiquer, et là, on s'en parle simplement, c'est politique. Vous dites que vous ne faites pas de politique, c'est une vision du monde en tout cas. C'est ma vision. Alors pour moi, c'est vraiment pas politique. Pour moi, c'est juste normal. Après, c'est sans doute aussi lié à votre éducation. C'est-à-dire que notamment, vous êtes catholique. Exactement. Alors je vais être complètement sincère. Je vais pas à la messe tous les dimanches. J'y vais à Noël. Et des fois, on me force un peu, mais voilà, j'y vais à Noël. Mais on va dire que j'ai été éduqué avec des valeurs du catholicisme. J'ai été enfant de chœur, profession de foi, confirmation, réconciliation. Voilà, j'ai tous mes grades, toutes mes ceintures d'enfant de chœur. Et voilà, donc ça s'est fait. Vous croyez en Dieu ? Je crois en la vie après la mort. Aujourd'hui, souvent j'ai cette discussion parce que, je vais être honnête avec vous, on va se marier l'année prochaine avec ma compagne. Et aujourd'hui, je n'aurais pas forcément envie de me marier à l'église parce que aujourd'hui, je crois en une vie après la mort, mais je prie pas. Je prie pas le soir quand je suis chez moi. Je prie pas quand ça va pas. Et j'ai envie d'être complètement en accord. Si un jour je dois me marier à l'église, peut-être qu'on se mariera dans 5 ou dans 10 ans, mais j'ai envie d'être vraiment pleinement en accord avec mes convictions personnelles et pas juste marier à l'église parce que tout le monde le fait ou parce que j'ai une éducation. Donc forcément, c'était le gros débat même dans ma famille parce que ça serait normal de se marier à l'église. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie d'être complètement en accord avec cette vision-là. Je pense qu'effectivement, la foi, quelle que soit encore la religion, met un cadre. Et certaines personnes ont besoin de ce cadre-là, de peut-être pas boire d'alcool, pas fumer, faire le bien autour de soi. Souvent, c'est pour ça que je disais à mes parents qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de la religion pour l'instant dans ma vie parce que j'estime qu'ils m'ont très bien éduqué avec des bonnes valeurs. J'ai fait une vidéo dans une mosquée de Paris et du coup j'ai discuté avec l'imam qui me disait pas boire d'alcool, pas fumer, s'entretenir, faire du sport, etc. Je lui dis en fait quelque part c'est comme si j'étais musulman en soi. J'écoute ce que vous me dites et en fait vous êtes à Albi, pas à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de votre part, peut-être avec la célébrité, de vous protéger aussi du monde quoi, Si, c'est possible. D'autant plus actuellement,
avec tout ce qui est les manifestations et toute l'emprise politique, parce que voilà, les gens, je dirais pas que les gens deviennent fous, parce que c'est leur combat, mais c'est compliqué, c'est tendu aussi, au sein même des familles. Et effectivement, je pense qu'inconsciemment, le fait d'être loin de tout, bah c'est super. Loin des disputes de youtubeurs, des guéguerres, parce qu'on le veuille ou non, pour les gens qui connaissent pas YouTube, mais c'est une cour d'école, il y a des bandes, des gens populaires, des moins populaires. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'être un peu loin de tout ça, en mode, faites votre vie, chamaillez-vous. Moi, je fais mon truc, j'avance dans mon coin. Si j'ai pu atteindre aujourd'hui ce nombre d'abonnés-là, c'est tout seul avec mon équipe, bien sûr. Mais voilà, je dois remercier personne si ce n'est mon équipe qui est avec moi aujourd'hui. Et voilà, je n'irai pas jusqu'à je remercie les autres, mais je fais ma route et je suis tout seul et je suis bien. Le soir, je suis avec ma copine. On regarde une petite série sur Netflix. Je suis bien. Franchement, je suis posé. J'ai mon petit plateau repas. J'ai pas besoin de grand-chose. J'ai fait mon sport la journée, ça me convient. Il n'y a pas aussi un truc lié à la célébrité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes célèbre, vous êtes connu. Ouais. Quand vous marchez dans la rue, j'ai vu même, vous avez fait une vidéo où vous disiez bon, alors la règle, c'est au restaurant, on peut se parler après le resto, mais pas pendant. En fait, comment vous le vivez, quoi, la célébrité? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'est pas né. Je suis pas né avec. Hein, j'ai commencé à être connu. Je me souviens de mes premières photos, j'ai dû faire vers les 22-23 ans, quand j'avais 50 000 abonnés sur YouTube. Donc au début, ça surprend un petit peu. Au début, c'est cool. C'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est cool. Et en fait, encore une fois, je vais pas cracher dans la soupe en disant Thibaut, c'est grâce à nous que t'es connu. Effectivement, oui, c'est vrai. Et mon travail aussi. C'est un travail d'équipe, on va dire. Mais aujourd'hui, je donnerais franchement tout l'or du monde pour juste avoir mon métier là et pas être connu dans la rue. Juste être incognito, manger au restaurant tranquille. Alors forcément, les gens sont curieux, donc ils vont par exemple quand tu manges avec ta copine, ils vont écouter un petit peu ce que tu dis à table. Donc des fois, j'essaie de demander des tables un petit peu en dehors. J'aimerais bien me promener dans la rue un peu plus souvent, mais les gens veulent demander des photos, donc des fois on dit désolé, on est en vacances, on est en week-end, on fait pas de photos, donc les gens sont un peu déçus, mais quelque part on va pas s'empêcher de vivre non plus, de se promener, de se balader. Donc c'est pas facile, c'est vraiment, il y a vraiment un schéma intéressant, le fait d'être connu, mais j'ai pas envie non plus de me priver et de rester chez moi et de me balader qu'en Uber à un endroit, autre endroit. C'est vraiment, de pas hésiter à sortir, mais dire aux gens, en fait, j'ai envie que les gens ils comprennent, même ceux qui regardent la vidéo, que si on refuse une photo, c'est pas parce qu'on refuse une photo parce qu'on n'a pas envie, c'est juste parce qu'on a envie d'être comme tout le monde un petit peu le temps d'une soirée, vraiment. Après, vous l'avez voulu. Ça fait 10 ans que vous filmez tous les jours. Et je rebondis là-dessus, je me mets encore plus dans la merde parce que j'allais à l'étranger pour être en vacances. Sauf que maintenant, je fais des vidéos sans parler. Ma commu, elle est limite plus grande maintenant à l'étranger qu'en France. Donc en fait, je me suis tiré une balle dans le pied. Il y a une contradiction. Donc là, c'est à la fois, et encore une fois, vous filmez tous les jours depuis 10 ans, vous vous mettez en scène quelque part. Ouais. Et en même temps, vous dites la célébrité. Alors, je montre pas ma vie privée. Tout le contenu que j'ai fait. Alors, vous ne le montrez pas, mais vous en parlez avec votre compagne. Oui, bien sûr, mais je mets des limites. Je ne suis pas en mode Kardashian à montrer la vie privée. Je vais pas filmer mon mariage. Je ne mettrai pas mon mariage sur les réseaux, par exemple, dans le cas. Si j'ai un enfant plus tard, je ne montrerai pas sa tête parce qu'il y a tout un débat. C'est très compliqué aussi, les enfants sur les réseaux. Je me suis imposé des limites. Effectivement, si demain, je mets mon mariage sur YouTube, ça va faire 25 millions de vues, 30 millions de vues, je ne sais pas. Mais je m'en fous. Les vues, ça se passe très bien. Je préfère aujourd'hui sur Instagram, même, j'ai pris un virage beaucoup plus, même. Je suis revenu dans le fitness au final, je suis revenu dans ma niche fitness, ça marche très bien, peut-être de par le fait que du coup j'ai une communauté assez étrangère, Brésil, Inde, et qui sont très friands de musculation, et du coup en fait je fais des meilleures stats aujourd'hui avec du contenu full muscu qu'en montrant peut-être des moments de vie en France. On va continuer sur votre parcours, mais il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a bien sûr interloqué. Interloqué, merci. C'est la religion, et je me suis posé la question parce qu'on voit beaucoup votre corps, mais qu'est-ce qui vous nourrit spirituellement? Qu'est-ce qui nourrit spirituellement? J'aurais dit, en rigolant, j'aurais dit des protéines parce que j'en mange tous les jours. Mais moi, je pense que c'est un mélange de tout. En vrai, c'est un mélange parce que dans mon métier, je m'épanouis dans mon métier. Vraiment, je kiffe mon métier. L'amour que je reçois, même des commentaires qu'on reçoit, des gens qui sont contents quand même. Mes proches qui, j'espère être fiers aussi du travail que je fais. Ma chérie, pareil. Je pense que je me nourris. Après, je reste assez simple, vraiment dans la vie. Si demain, souvent, c'est donc je pense, si demain YouTube devait s'arrêter, c'est pas grave. Ah oui. Honnêtement, je préfère, on me pose la question, est-ce que tu préfères ton sport, la muscu, le boxe, etc., ton sport ou YouTube? Si je devais en arrêter un des deux, j'arrêterais vraiment YouTube.
Pourquoi ? Parce qu'effectivement, j'ai un niveau de vie très correct aujourd'hui, mais je suis pas très dépensier, je mets pas de vêtements de marque, etc. Je prends l'avion rarement. J'aime pas trop les vacances en vrai. Moi, j'aime bien faire mon sport. Alors ma copine des fois aimerait plus voyager, mais c'est vrai que c'est un peu la guerre entre moi. C'est une autre vidéo. et du coup, je pense être quelqu'un d'assez simple et de par cette simplicité, j'aime bien les petites choses. Tu vois, mettre une petite série tranquille, faire mon sport, déranger personne. Je pose la question parce qu'on parle souvent du corps et de l'esprit. Ouais. Les deux sont liés d'ailleurs. Et le corps, on le voit, le corps de Thibaut InShape, c'est votre métier quelque part. Mais l'esprit, on n'en entend pas parler. Vous en parlez assez peu. Je ne sais pas si vous lisez des livres, je ne sais pas si vous écoutez de la musique, allez au cinéma. J'écoute pas de musique du tout, j'écoute les infos. Voilà, je suis un peu accro aux infos depuis le Covid, je suis accro aux infos, j'écoute que ça toute la journée. Et après, c'est intéressant parce que du coup, on est au courant de l'actualité. Je vais rarement au cinéma de temps en temps. J'ai vu le film d'Artus, là, super, le film d'Artus, là, un petit truc en plus, génial. Je vais pas forcément à des soirées, je vais pas dans les bars, je vais pas dans les boîtes de nuit. J'ai une vie un peu chiante, hein. Franchement, il y a des gens qui disent « Ouais, Thibaut, j'aimerais trop avoir ta vie. » Non. J'ai une vie, là, à l'entraînement, je souffre à l'entraînement, c'est pas rigolo, j'ai plus de cardio, j'ai plus de cœur. Non, en vrai, je pense que je m'épanouis. En vrai, c'est bizarre, mais dans la pratique sportive, je pense, j'ai commencé, comme disait la boxe anglaise il y a 2 ans, 3 ans. J'ai fait mon premier combat de boxe il y a 2 semaines. Et en fait, c'est dans le sport que j'ai cette notion d'apprentissage, de remise en question, de rencontre aussi avec d'autres univers. Grâce à la boxe, j'ai rencontré des personnes que jamais j'aurais rencontrées en salle de muscu classique ou en salle de sport. C'est vraiment un autre monde et c'est génial. Donc effectivement, je me nourris, je pense, spirituellement à travers le sport en fait. Ouais, c'est ça. Et le dernier livre que vous avez lu, par exemple, ça remonte ? Attends. C'est pas un problème, c'est juste... Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais te trouver un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et franchement, je ne sais même plus le dernier bouquin que j'ai lu. Non, ça serait mentir de dire un bouquin au hasard. Donc non, je lis pas. Je lis peut-être plus tard, mais je prends pas le temps de lire non plus. Enfin, je dirais pas j'ai pas le temps, parce qu'on a tous le temps. Les gens disent j'ai pas le temps de faire du sport, mais non, en fait, ils prennent pas le temps de faire du sport. Et moi, je prends pas le temps de lire. Voilà. On va parler de votre parcours, mais pareil, deuxième chose qui m'a interloqué, cette fois j'ai le mot, c'est que vous dites que vous aimez la France, que vous êtes patriote, etc. Mais moi, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que vous êtes hyper américain. Mais l'américain des années 80. Okay. C'est-à-dire le self-made man, l'esprit de compétition, quand on veut, on peut. Avec la fameuse vidéo sur la dépression où bien fait sûr, en parler, on va en reparler un petit peu après. C'est en gros, allez, remets-toi, prends-toi en main. Vous êtes capable, en fait, c'est ça ? Ouais, mais c'est très américain, ça, c'est pas français. Hein. Amenons-le en France. Je sais pas, mais c'est vrai, t'as raison, certainement. Parce qu'en fait, j'ai appris moi-même un petit peu à travers cette école-là. Encore une fois, voilà, je me suis fait agresser à 17 ans. Je pense que c'était un petit peu l'élément déclencheur en me disant, waouh, la vie peut être compliquée et à toi, entre guillemets, de te sortir. Il y a que soi-même, en fait, qui pouvons prendre la décision de soit de se remettre au sport, soit de se sortir de telle ou telle chose. Encore une fois, pour rebondir là-dessus, la dépression, on n'arrêtera pas de le dire, c'est une vraie maladie. Il n'y a pas que le sport, mais le sport peut être une solution. Quand les gens m'ont critiqué sur cette vidéo-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en message privé, parce que c'est dur d'assumer, etc., mais qui m'ont dit c'est grâce au sport qu'ils s'en sont sortis. Et c'est vrai que pour moi, le sport, c'est vraiment une école de la vie parce qu'on voit ses résultats physiquement, on voit son avancée, on voit qu'on évolue physiquement. Et c'est dur, en fait, parce qu'il faut se forcer quelque part à aller au sport. Moi, le premier, j'adore le sport, mais franchement, quasiment tous les jours, j'ai pas envie d'aller à la salle. Ça paraît étonnant, mais j'ai pas envie d'aller à la salle. Et pourtant, c'est là où j'inculque et je me suis instauré moi-même cette discipline de t'as pas envie, Thibaut, c'est pas grave, t'y vas. Vous êtes un peu maso, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, certainement. Le combat de boxe, 6 heures dans les vestiaires à monter sur le ring, j'ai pas envie. J'aimerais être dans mon canapé, regarder une petite série, dans mon confort. Mais en fait, ça procure tellement de sensations d'être bien physiquement, d'avoir accompli quelque chose, que ça aide dans la vie de tous les jours. Combien de fois à l'entraînement, mon coach il me dit « Ouais Thibaut, tu fais ça ?» Je dis « Je vais pas y arriver. » Finalement, j'y arrive. Et en fait, c'est des petits déclencheurs qui se disent « Si j'ai réussi à le faire à cette échelle sportive, je peux le faire dans la vraie vie. » Par exemple, si je vous dis là « J'aimerais être ministre des Sports », pourquoi pas, tu vois ? Si on vous le propose, d'ailleurs, si demain, je sais pas, on vous propose d'être ministre des Sports, vous dites oui ? Ouais. Je dis oui. Ouais, c'est vrai. Je dis oui. Alors, il y aura plein de trucs, plein de considérations, plein de trucs à reprendre. Mais je me dis, le sport m'a tellement aidé personnellement et j'ai tellement envie d'aider les autres
en fait, ça m'a tellement aidé que j'ai envie que, pas obliger tout le monde, parce que là, dire Thibaut, t'es obligé de faire du sport, pas du tout, mais de conseiller les gens vraiment fortement à faire du sport, parce que c'est vraiment l'école de la vie. Aujourd'hui, dans un monde d'image, on arrive à un entretien d'embauche, on est bien physiquement, ça rajoute des trucs. Je sais que des gens vont dire, il faut pas, il faut pas juger les gens sur le physique, mais on le fait tous, on juge tous les gens sur le physique, et si on était bien physiquement, ça aide mentalement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je pense que si j'ai les épaules pour tenir tous les ramassis d'insultes que je prends tous les jours dans la tronche, c'est grâce au sport. Parce que, Après, ministre des Sports, c'est aussi de la politique. Vous pourriez travailler, par exemple, je sais pas, pour Jordan Bardella, Marine Le Pen, vous accepteriez ou pas? C'est une très bonne question. Je pense qu'on en reparlera. C'est pas prévu pour l'instant, donc on en reparlera. Même chose, côté Macron, est-ce que vous arriveriez, sachant que vous travaillez en famille, mais de manière assez individuelle, à vous mettre dans une sorte de contexte collectif, de parti, de... Ça serait compliqué parce qu'encore une fois, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, donc j'ai pas cette culture-là. Moi, j'ai juste cette passion pour le sport que j'ai envie de transmettre et je ferai tout pour la transmettre. J'ai l'impression de faire mon discours, votez pour moi, allez-y. Non, on ne l'a pas du tout. Mais j'ai pas eu tous les codes politiques, donc ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Ça serait une grosse réflexion parce que je pense que businessment parlant, ça serait plus dur pour moi. Ça serait me mettre un peu plus dans la sauce, comme on dit souvent. Niveau business économique, j'aurais aucun intérêt à aller en politique. À mon avis, je vais plus me faire des ennemis que des amis, mais je pense qu'on le ressent au fond de soi. Encore une fois, je leur dis, moi, ça m'a tellement aidé au niveau du sport et ça a aidé tellement grâce aux vidéos que j'ai fait depuis 10 ans autour du sport. Il y a tellement de gens qui ont réussi à perdre du poids, à prendre du muscle, etc. et qui me remercient aujourd'hui. Je suis pas là pour me jeter des fleurs, c'est les commentaires qui le disent, tant mieux. Et ça a tellement aidé de personnes à prendre confiance en eux. Comme tu disais, il y a la santé physique et la santé mentale, et ça aide beaucoup la santé physique. Même, je dirais presque que d'abord, il faut une santé physique pour aider à avoir une santé mentale, presque dans cet ordre-là. Et donc voilà. Et à l'inverse, d'ailleurs, je pose la question, est-ce qu'il y a des hommes politiques pour lesquels vous refuseriez de travailler? Un gouvernement Mélenchon, vous diriez, ah bah non, c'est pas du tout... Non, tu vois, franchement, que ce soit extrême gauche, extrême droite, à condition, bien sûr, que je ne sois pas bloqué dans mes prises de décision. Si moi, je peux juste amener ce côté sport-là, on verra en temps et en heure au niveau du parti, on aura le temps d'en reparler. Mais je ne suis pas, franchement, pas bloqué par rapport à ça. On va arriver sur votre parcours et notamment sur le 3 janvier 2009, qui est une date... Vraiment, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était passé il y a longtemps. Encore une fois, c'est pas grave parce qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Mais c'est vrai qu'avec des amis, en fait, on allait manger un kebab, je crois, ou une pizza, je sais plus. Et on s'est fait agresser dans le petit village de 8000 habitants à côté de Toulouse, à coups de battes de baseball, etc. ou de coups. J'ai retrouvé, il y a pas longtemps d'ailleurs, la déposition qu'on avait fait à la gendarmerie à ce moment-là. Et du coup, on s'est fait tabasser, en fait, tout simplement, mis au sol, chaussures enlevées, jeter les chaussures, coup de boule, coup de poing. Enfin voilà, une agression, somme toute, qui pourrait être toute simple. Mais voilà. Et c'est vrai que ce jour-là, on avait été sauvés justement directement par les gendarmes hyper rapidement, je me souviens. Et est-ce que c'est de là que naît peut-être mon amour pour les forces de l'ordre? Je ne sais pas. C'est juste que je respecte ces gens-là aujourd'hui pour le métier qu'ils font. Ils font pas un métier facile, donc je les respecte. Encore une fois, c'est pas d'être de droite ou d'extrême droite, c'est juste que je les respecte parce qu'ils m'ont sauvé à ce moment-là. Donc c'est tout simplement ça, pour ça. Et depuis ce jour-là, c'était vraiment l'élément déclencheur parce que j'ai commencé la salle de sport peut-être une semaine après ça et je me suis dit effectivement la vie, des fois la vie n'est pas aussi jolie et n'est pas facile. La vie, t'as beau aller bien, rapidement tout peut switcher. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont vécu des traumatismes dans leur vie, que ce soit la perte d'un proche, des choses graves comme la perte d'un proche, ou des choses moins graves, mais qui ont fait que ça switch en fait. Et ce switch peut soit être positif, soit négatif. Je pense que dans mon cas de figure, c'était plutôt positif. Et aujourd'hui, presque, je dirais pas que tout ce que j'ai compris aujourd'hui, je les dois à ces personnes-là qui m'ont agressé, mais quelque part, c'était l'élément déclencheur. Donc, je peux presque les remercier aujourd'hui. Et pourquoi pas faire une vidéo ensemble pour en discuter. Bon, peut-être pas jusque-là, mais ils ont fini par faire de la prison, etc. Ils ont été jugés. Vous aviez 17 ans, et puis des années plus tard, vous avez fait une vidéo. Dans la vidéo, justement... J'ai retrouvé les images. Exactement, où vous montrez l'agression avec les caméras de vidéosurveillance, etc. Vous la commentez, vous dites à peu près ce que vous me dites là. Complètement. Vous dites le monde dans lequel on vit est dangereux. Ce qui se passe, tu vas rebondir, je pense, là-dessus après avec les tweets que j'avais écrits en 2009. Exactement, on peut en parler maintenant. Ouais, vas-y, comme ça je te fais une réponse En gros, il y a, suite à cette agression, vous avez publié cette vidéo, et puis il y a d'autres messages que vous avez publiés sur les réseaux sociaux à l'époque. Quand vous aviez 17 ans, il y en a un que je peux citer, c'était le 7 novembre 2012. Il a déjà été beaucoup partagé sur les réseaux. 2009, non? C'était 2009. C'était où vous disiez « Un noir réélu, le mariage des homosexuels adopté,
ce ne sera pas une journée facile aujourd'hui. Ça, c'est de l'humour noir. Ça, c'est de l'humour noir en 2012. Parce que l'agression était en 2009. L'agression en 2009. Donc, tous les tweets que j'ai écrits en 2009, c'était lié à mon agression. Et 2012, c'est de l'humour noir, tout simplement. En gros, on a dit, vous êtes raciste. Par exemple, là, quand vous dites un noir réélu, donc Barack Obama, vous réduisez Barack Obama à sa couleur de peau à un noir. Ah, bien sûr. Mais c'est nul. Mais c'est de l'humour. Et encore une fois, à cette époque-là, alors, j'avais 2012, il faut faire le calcul, l'âge que j'avais, mais je vais avoir 20 ans. Qui, entre guillemets, n'a jamais écrit, n'a pas envoyé à ses potes des blagues un petit peu second degré, un peu limite. Alors, moi, je l'ai jamais fait. C'est vrai? Moi, j'ai jamais. Bah, tant mieux. Moi, j'ai jamais fait t'as pas de dossier comme ça. de propos racistes. On peut faire des mauvaises blagues, mais des blagues racistes, on passe le cap quand même. Bien sûr. Alors, c'était pour moi, oui, c'est une blague raciste. Oui, c'est une blague raciste effectivement. Mais pour moi, à l'époque, c'était vraiment de l'humour noir parce que j'avais 20 ans, parce que j'étais pas connu, parce que j'allais pas être connu, parce que j'avais aucune vocation à devenir quelqu'un de connu. Donc, tu t'en fous, tu vois, t'écris sur Facebook des trucs comme ça. C'est ressorti. J'assume, j'y peux rien, ça fera partie de ma vie, toute ma vie, ça fera partie de mon parcours. Bah, c'est pas grave, voilà, moi je suis un friand, j'adore l'humour noir, je vais pas vous le cacher, moi c'est ce qui me fait marrer comme humour, donc à ce moment-là, bah, c'est ce qui me faisait marrer. Encore une fois, je regrette, surtout si ce tweet a pu blesser des personnes, je le pense pas du tout. Il y en a eu d'autres de messages, c'est aussi pour ça, c'est que c'est pas un message isolé, c'est que ce qu'on vous reproche, c'est la récurrence de ce qu'on peut taxer d'homophobie. Je ne vais pas tous les citer parce mais les gens ont déjà vu, je pense, assez. Mais encore une fois, ça c'était de l'humour noir. Et en 2009, je reviens sur les tweets qui ont été postés en 2009, c'était vraiment de la colère de quelqu'un qui a 17 ans, qui se fait agresser, qui se fait taper la gueule. Je suis pas là pour me plaindre, hein. Je suis juste pour me justifier parce que les gens ils aiment bien comprendre aussi. Et c'est de la colère. Et en fait, quand tu as 17 ans, tu te fais péter la gueule, bah, je suis désolé, t'as Facebook. À ce moment-là, j'avais Facebook. Bah, tu vis ton sac sur Facebook. Et à ce moment-là, tu penses pas au fait que dans 10 ans, je vais être youtubeur connu ou je vais avoir un métier. Parce que tu vois, là, on en parle aujourd'hui dans le cadre de mon métier. Mais à tout moment, j'aurais été dans une boîte classique, je me serais fait virer de ma boîte parce que à cause de ce tweet-là. Donc, je les assume parce que ça fait partie de mon truc. Au fond de moi, je sais que je suis pas raciste, je sais que je suis pas homophobe, je sais que je suis hyper tolérant. Tous les gens qui me connaissent dans la vraie vie s'en rendent compte. Les vidéos que j'ai fait plein de vidéos avec des personnes transgenres, des personnes de toutes les religions, etc. J'ai pas, entre guillemets, je vais pas me justifier toute ma vie. Oui, j'ai écrit de la merde. Oui, j'ai écrit des trucs sous l'impulsion. Bah, tant pis, c'est la vie. Aujourd'hui, je pense faire les choses bien. Je fréquente plein de gens musulmans, je fréquente plein de gens de toutes les religions. Ça se passe bien. Je m'entraîne avec eux. Mes coachs le sont musulmans. Je vais pas me battre toute la vie. Je sais que ça se trouve, hein. Imagine, et demain, je suis ministre des Sports. Les tweets, ils vont ressortir dans 30 ans. C'est sûr. Donc, c'est pas grave. C'est partie du jeu. Tant pis. Il y a 4 mois, d'ailleurs, vous avez fait une vidéo qui était intitulée « Je ne suis pas parfait ». Et alors, j'invite les gens qui n'ont pas vu à aller la voir, parce que justement, vous évoquez la multiplicité des affaires, entre guillemets, qui... Ouais, bien sûr, je fais un peu... tous les ans, en fait, c'est ma petite vidéo récap, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, et des gens qui oublient, des gens qui veulent des explications, qui grandissent aussi, donc c'est normal. Sur le fait que vous excusiez de choses faites, par exemple, là, on a parlé de cette affaire-là, mais il y a eu plein d'autres choses qui ont fait beaucoup parler, notamment quand vous avez fait cette vidéo à Auschwitz, où on vous a reproché la forme. La vidéo à Auschwitz, c'était très bien. Non, je vous cours, on s'apprécie, on se connaît pas. Non, mais je suis sûr que si on mange le soir ensemble, on s'entraîne, on va bien s'entendre, il n'y a pas de souci. Et on peut pas être d'accord. Bien sûr, on peut pas être d'accord. Ma vidéo Auschwitz, c'était très bien. Les gens, en fait, n'ont pas aimé mon introduction de vidéo qui était à l'époque, Dame les gens, j'espère que vous avez bien, Steve Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'était mon introduction de vidéo. Pour la raconter, vous étiez donc... devant la porte. Exactement. Devant la fameuse porte d'Auschwitz pour raconter. Et effectivement, les gens n'ont pas aimé le ton que j'employais dans la vidéo, ton qui était vraiment en accord avec les codes de YouTube actuels et du moins mes codes qui étaient de parler parler fort. Aujourd'hui, je me suis vraiment assagi dans mes vidéos, je parle beaucoup plus posément. J'ai eu la chance de faire des vidéos au camp de Strudhof, là, au nord de la France, où j'ai eu un ton normal. J'avais pas mon t-shirt Team Shape, mon pull Team Shape. J'étais habillé sobrement, mais c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. J'avais peut-être 24 ans à l'époque, et du coup, les codes de YouTube, du moins ma chaîne YouTube, c'était de m'adresser à ma communauté. Et quand on s'adresse à sa communauté, c'était un ton plutôt avec des cuts, du dynamisme, et on y va. Et cette vidéo-là, je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous, mais elle est montrée dans pleine salle d'école, et il y a plein de profs qui la montrent en disant regardez Thibaut ce qu'il a fait. Oui, quand je la revois aujourd'hui, je me dis mince, c'est dommage, j'aurais pu la faire encore mieux. Mais c'est avec les codes de moi à 24 ans. J'entends. Merci. je relance pas parce qu'on pourrait en parler indéfiniment. Bien sûr, on pourrait faire une vidéo que sur ça. Moi, disons que c'est sur la forme, effectivement, on peut dire ça ne convient pas au propos, mais Non, je regrette la forme. Je pense à refaire, je le ferai pas comme ça. Je le ferai comme je l'ai fait dernièrement au camp de Strudhof, où je suis en train d'organiser une vidéo du coup au camp de Dachau justement, et je vais faire les choses mais carrément différemment, avec justement un ton beaucoup plus posé et beaucoup plus en corrélation avec les épreuves tragiques qui sont passées. Vous, ça fait 10 ans que vous faites des vidéos, donc vous avez quand même vu l'évolution de YouTube. Ouais. Alors,
je ne vais pas vous poser la question un peu tarte à la crème. YouTube, c'était mieux avant? Oui, non? Ah, non. Alors moi, Comment vous voyez l'évolution des réseaux? vous voyez, enfin, moi, donc j'ai fait une école de commerce et on m'a donné l'exemple un jour des BlackBerry ou même des appareils photo jetables jaunes. Kodak. Et en fait, c'est des marques qui n'ont pas réussi à se renouveler ou qui n'ont pas réussi à prendre le virage au moment où le monde changeait. BlackBerry, par exemple, les téléphones tactiles, ou Kodak, je crois que c'était le numérique. Et du coup, je me vois un peu comme une marque quelque part, en me disant que je dois, de par mon métier, pour pas être oublié, rebondir, se remettre en question, se challenger. Et en fait, le petit youtubeur, c'est vraiment une remise en question vraiment constante tous les jours sur, en fait, on suit nos stats. Forcément, tous les youtubeurs suivent leurs stats à différents degrés. D'ailleurs, on les suit ou on est obsédé par les stats? Je les suis. Après, être obsédé, ouais, si je les suis, après, forcément, si ça se casse la gueule, je vais me dire, ah mince, c'est dommage. Mais je vais essayer de trouver une solution pour relever la barre. Je vous pose la question parce que y a une question justement sur la santé mentale des créateurs de contenu. À un moment donné, j'ai le sentiment, alors moi je crée très peu de contenu, hein, mais vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais on finit par dépendre peut-être de son audience, on va devoir la nourrir et être débordé, non? En fait, c'est pour ça qu'avant tout, le youtubeur, il faut qu'il propose quelque chose qu'il aime avant tout. Donc, encore une fois, c'est des belles paroles, mais je le pense sincèrement. Parce que si tu te forces à faire quelque chose parce que ça marche, et que le jour où ça marche plus, tu t'es forcé, ça marche plus, et du coup, là, il y a tout qui se pète la gueule. Donc, en fait, c'est pour ça que assez rapidement sur ma chaîne YouTube, au début, c'était des vidéos muscu, après des vidéos sport, des vidéos métiers. Aujourd'hui, je fais des interviews, je rencontre des personnes formidables. Et du coup, en fait, c'est une remise en question constante. Et je me dis souvent que si un jour je dois arrêter YouTube, c'est moi qui l'aurais décidé de ralentir, entre guillemets. Vous y pensez des fois? Pas pour l'instant. Peut-être ralentir le jour où j'aurai une famille, tu vois, parce que voilà, j'écoute souvent des interviews de célébrités, tu sais, des Franck Dubosc qui ont 60 ans passés, des Danny Boone, et quand je les entends parler à chaque fois, ils regrettent de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs enfants. Et du coup, j'ai envie de dire, je vais essayer de retenir ce conseil-là. Donc le jour, je suis pas papa, mais si le jour je suis père, peut-être ralentir un peu YouTube ou m'organiser différemment pour profiter de mes enfants le jour où j'en aurai. C'est la seule condition pour moi qui me fait que je ralentirai. Mais si malheureusement ou heureusement, je sais pas, si j'ai pas d'enfant, il y a aucune raison que je ralentisse honnêtement. Mais la santé mentale, c'est une très bonne question et pour moi, on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le sport. Vraiment se défoncer en fait, que ce soit, en fait, souvent j'ai commencé la boxe anglaise il y a pas longtemps parce que je voulais vraiment remettre des nouveaux objectifs parce que la muscu, j'avais atteint mon potentiel naturel max entre guillemets. Le crossfit, le cardio, j'avais progressé sur les mouvements, etc. On peut toujours progresser, mais voilà. Et la boxe, il me fallait un truc encore plus maso. Et en fait, on sort de l'entraînement de boxe, on sort d'un sparring un peu dur, on a mal à la tête, on a vu les étoiles. En fait, la journée, elle est facile. Et aujourd'hui, le métier de youtubeur, quand on s'est mis une bonne décharge à l'entraînement ou au sport, c'est facile, honnêtement. Parce que oui, il y a des critiques, mais pour moi, honnêtement, ma santé mentale, elle tient vraiment grâce au sport. Hein. Franchement, si demain, je devais avoir la même carrière sans avoir fait le côté sport, j'aurais certainement pas eu les épaules pour assumer tout ce que je prends dans la gueule tous les jours. Sur le métier, j'ai vu, vous avez publié vos chiffres. En gros, vous avez dit qui vous regarde, quoi. Il y avait 62% d'hommes. Ouais, c'est ça. Un peu plus. Alors dernièrement, il y a un an, avant que je sois vraiment en mode matrixé des shorts, j'étais à 50-50 à peu près homme-femme. Mais là, en fait, depuis que j'ai remis un contenu vraiment full muscu sport à fond, j'ai peut-être allé pas 80-20, mais allez 75 par là, tu vois, d'hommes. 80-20, ouais, beaucoup d'hommes. En tant que chef d'entreprise, parce que donc chef d'entreprise de l'entreprise Thibaut InShape quelque part. Voilà, c'est quoi les questions que vous vous posez? Alors honnêtement, je suis pas trop stressé. Parce qu'on pourrait dire, tu as des employés, ils doivent manger à la fin du mois et tout. Je dis non, parce que je fais les choses bien et surtout, je compte pas mes heures. Alors, c'est encore une fois, ça met un grand mot, je suis pas là pour dire que je suis meilleur, loin de là. Hein. Mais je compte pas mes heures et je me dis, je travaille bien, je travaille dur. Et à partir du moment où je continue dans cette ligne directrice-là, toute mon équipe aura à manger à la fin du mois. Tu vois, ça va pas. Je suis pas stressé. Quand on est numéro 1, quand on est numéro 2 ou numéro 3, il y a l'objectif d'être numéro 1. Quand on est numéro 1, le seul objectif, c'est de rester numéro 1. C'est pas une pression supplémentaire? Alors là, ça va faire un mois, je crois, à peu près un mois là, que je suis numéro 1. Sur YouTube, donc. Sur YouTube, exactement. 20 millions d'abonnés. Ouais, 20,2 là, aujourd'hui, à peu près, dans ces stats-là, pour être pointilleux. Non, mais pression, certainement. Mais encore une fois, si demain, je devais me faire dépasser, je dirais au mec, bravo. Enfin, tu vois, tu vas dire encore une fois... Vraiment, il n'y aurait pas une volonté de le dépasser? Peut-être, parce que je suis un peu compétiteur, donc peut-être. J'ai l'impression. Alors, il me dépasse, et je dis, ok, alors qu'est-ce qu'il a mis en place pour me dépasser? J'ai du temps devant moi, ok.
Bon, bah vas-y, on va mettre en place juste pour le redépasser. Et là, du coup, il peut y avoir un jeu, etc. Mais je serais pas dans le... Je suis compétiteur, je suis devenu compétiteur parce que je l'étais pas à la base. Je suis devenu compétiteur, mais j'ai, de par, je pense, le sport, etc., un respect aussi pour les adversaires, entre guillemets, ou les concurrents, en me disant, écoute, s'il a fait mieux, tant mieux, c'est qu'il a mis tout en place pour réussir. Maintenant, à moi de mettre des choses en place, si j'ai envie, bien sûr, d'autres choses en place pour réussir à le dépasser. Et ça stimule aussi, tu vois, c'est la concurrence qui stimule aussi quelque part la créativité. Après, j'ai le sentiment que vous, ce qui vous intéresse, c'est les chiffres, quoi. C'est être numéro 1, avoir 20 millions d'abonnés. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous intéressez à la qualité de ce que vous produisez, ou est-ce que vous vous intéressez juste à il faut que ça fonctionne, que ça marche, que ça fasse des vues? Il faut les deux. Il faut les deux. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir la qualité, mais s'il n'y a pas les stats, bah, la qualité, tu vas pas la faire pendant longtemps. Il y a beaucoup de youtubeurs, souvent, c'est pas du tout le conseil que je donne, mais beaucoup de youtubeurs qui commencent les vidéos, ils achètent du super matos, super ordinateur, des gros Mac, des logiciels, des grosses caméras, etc. Et moi, chacun fait ce qu'il veut. Ça a dû marcher pour certains, mais pas pour moi. Vraiment, je conseille aux gens de commencer avec le plus petit matériel possible, de façon en fait à voir déjà dans un premier temps si ça leur plaît, les gens, la création de contenu, ou alors monter un business ou le sport. Il y a des gens souvent quand ils commencent la muscu, ils achètent les dernières jogging, les dernières chaussures, les dernières leggings, ils mettent des 100 et des 1000 et au final dans un mois ils y sont plus parce que ils sont été écœurés, ça leur plaît plus, ça leur plaît pas et du coup ils ont dépensé des sous pour rien. Moi j'ai commencé, je me souviens, encore une fois je ne tire pas la couverture, mais j'ai commencé avec une caméra à 90 € que j'avais acheté dans un truc de cash. Et aujourd'hui, je suis content parce que je me suis dit, eh ben, j'ai commencé avec du matos pourri et ça a permis en fait d'avoir un effet boule de neige. Effectivement, au bout d'un moment, il faut savoir s'entourer de personnes compétentes, d'un caméraman, de monteurs, chose que je fais à mon échelle. Et du coup, c'est nickel. Ils apportent la qualité parce que c'est vrai que je suis un peu un bourrin du contenu. Et du coup, ils sont là pour apporter ce côté joli, un beau décor, un beau cadrage, voilà. Alors, c'est vous qui le dites, bourrin. Mais je vais rebondir sur le mot. Bourrin, c'est un terme qui vous est souvent opposé. On dit, en gros, j'ai pris des notes sur les titres de vos vidéos. Il y a « Vivre avec une tache sur le visage »,« J'ai survécu 60 jours sans film porno »,« Mon corps a brûlé à cause d'un grave accident ». Effectivement, c'est un poil bourrin. C'est pas très subtil, quoi. Ça vise à l'efficacité, c'est ça l'idée ? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur YouTube. Et en fait, la concurrence, elle est énorme, d'autant plus que quand j'ai commencé les vidéos en 2012-2013, il y avait moins ce besoin d'être un peu aguicheur au niveau des titres. Et sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une société de consommation, donc en fait, il n'y a pas plus de gens sur Terre, notamment en France, on est 70 millions, donc il y en a un peu plus, mais on n'est pas tant que ça. En fait, on se partage de par les médias, et c'est aussi votre faute avec Brut, vous prenez aussi des parts de marché quelque part. Mais en fait, il y a tellement de créateurs de contenu, il y a tellement tous les jours de TikTok qui sortent, qu'en fait, pour être impactant et faire ses stats, faut y aller, tu vois. Donc, faut soit trouver une grosse exclue, faut soit trouver un titre hyper aguicheur, une miniature, une vignette, et ça, du coup, faut pas hésiter en fait à choquer. Aujourd'hui, en fait, YouTube, c'est un petit peu comme le phénomène quand on roule sur une autoroute et qu'on regarde un accident. On va ralentir pour regarder l'accident. Et aujourd'hui, les réseaux, c'est ça. On le voit sur TikTok et sur Instagram, sur les réels. Les réels qui marchent, c'est toujours le contenu, waouh, le contenu qui va être impactant dans les 2-3 premières secondes. On le sait avec les réseaux. Si au début, on commence, par exemple, cas concret, dans mes vidéos, au début, je disais DM la Team Shape, j'espère que vous avez bien Team Shape. Hein. Non, il n'y a plus le temps. C'est aujourd'hui, on reçoit tatata, était gardé de prison, et il y avait quelqu'un qui l'a agressé. On vit avec son temps et on est obligé quelque part de se coller à ces codes-là de YouTube. Parce que oui, on fait un métier où on est relativement libre, mais on est aussi quelque part enchaîné aux algorithmes. Et si on veut continuer à marcher, eh ben, il faut étudier, se remettre en question et suivre aussi l'algo tout simplement. Si je vous écoute, en fait, vous n'avez pas envie de changer le monde. Vous, il y a le monde, il est là, vous vous adaptez, et le changer le monde, ça ne vous intéresse pas, quoi. Oh, si, quand même. Enfin, changer le monde, c'est un bien grand mot. Mais à votre échelle, vous. À mon échelle. Vous avez quand même un pouvoir. Maintenant, vous êtes numéro 1 en France sur YouTube. Vous pourriez dire, je vais utiliser ce pouvoir pour faire ce que vous jugez être le bien, etc. Ouais. Alors que vous êtes plutôt à dire, ok, j'essaye que ça marche, je m'adapte, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de changer les choses, quoi ? En fait, il y a les deux. Il y a les deux parce qu'en tant que youtubeur, il faut continuer à faire en sorte que ça marche. Voilà, il faut que la boîte elle continue de vivre. Tu vois, ça reste une entreprise avec des salariés, une équipe. Il faut continuer à ce que ça marche, mais en même temps, effectivement, se faire plaisir dans son contenu. Et j'estime, entre guillemets, qu'à travers le sport et la motivation que les gens ont à travers les vidéos, de mettre ma pierre à l'édifice. J'estime que ça. Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, je sais pas, mais je suis déjà content quand les gens me disent, grâce à toi, j'ai perdu du poids ou pris du muscle. Voilà, c'est déjà cool. Voilà, je me dis, est-ce que je suis sur Terre pour ça ? Je sais pas. Ça se trouve, je suis sur Terre pour aider des gens à les motiver dans le sport. Ça se trouve, c'est pour ça que je suis né. Donc voilà, j'accepte. Mais est-ce que vous pensez avoir une responsabilité ? Il y a plein de gens qui vous regardent, notamment des jeunes.
est-ce que vous, par rapport aux gens qui vous regardent, vous pensez avoir une responsabilité sur ce que vous dites, sur la façon dont vous le dites, sur le contenu que vous proposez? Oui, effectivement, on a une responsabilité, mais en fait, il faut avoir ce côté un peu, j'essaie d'avoir le côté un peu grand frère, un petit peu, maintenant je vis, tu vois, ça va bientôt être le père, bientôt un de ces quatre, mais ce côté, effectivement, faire en sorte de faire plus de bien que de mal, quand même faire plus de bien, parce que encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est dur d'avoir 100% des avis qui vont dans notre sens, mais voilà, quand on propose du contenu, c'est essayer de faire en sorte que ça fasse plus de bien que de mal. Et j'ai oublié la question. C'est, est-ce que vous sentez une responsabilité par rapport à votre public? Oui, effectivement, mais en tant que créateur de contenu, il faut toujours continuer à aimer ce qu'on fait. Donc, s'il y a une blague qui est un peu limite, mais moi qui me fait rire, je vais quand même la dire. Oui, il y a des gens qui vont être un peu choqués, mais ça passe. Ça passe à partir du moment où, bien sûr, elle fait pas trop de mal non plus, hein, c'est pas le but. Mais le but, c'est quand même de pas se censurer. En tant que créateur de contenu, il y a beaucoup de gens qui se censurent et qui sont très, pas insipides, mais qui ont pas de saveur. Et j'estime, entre guillemets, qu'en tant que créateur de contenu, c'est bien aussi d'avoir sa personnalité et de pas rentrer, enfin, il faut rentrer dans le moule, mais pas trop non plus. Donc, c'est pour ça que je garde un peu mon humour un peu bof, des fois, que certains peuvent qualifier. J'accepte avec grand plaisir. J'ai fait du rugby, j'accepte complètement cet humour-là qui me fait marrer personnellement. Donc, en fait, voilà. Ça serait dommage et ça m'énerverait entre guillemets de devoir vraiment avoir un contenu insipide et juste hyper clean. C'est le côté on ne peut plus rien dire? Ouais, c'est ça, un petit peu. Vous y croyez ça, qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui? C'est dur, mais il faut pas lutter contre ça parce que c'est pas une guerre, etc. Mais je trouve ça cool qu'un créateur de contenu garde sa patte, tu vois, malgré l'adversité, malgré le nombre d'abonnés qui monte. Je serais content que des youtubeurs gardent leur humour des fois, ne changent pas trop. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui revient là, on ne peut plus rien dire et effectivement on a l'impression quand on écoute et quand on entend les créateurs de contenu qu'ils font très très gaffe sur ce qu'ils disent, etc. Voilà. En même temps, dans une époque où il n'y a jamais eu autant de monde qui s'exprime publiquement via les réseaux, etc. C'est un PMU géant, ce qu'on dit souvent, tu vois, c'est vraiment les réseaux, tout le monde a accès aux réseaux, donc avec ses qualités et ses défauts. Mais non, voilà, juste être en accord avec soi-même, c'est ce que je dis souvent, tu vois, vraiment, s'il y a une blague que je trouve nulle, je vais pas la dire. S'il y a une blague qui me fait rire, mais qui est un peu border, est-ce que je suis prêt à assumer? Oui, non, oui, bon, allez, on y va. Il n'y a pas un peu de cynisme aussi parfois à dire, peu importe, ça fait le buzz, après je m'excuserai? Pas sur tous les sujets. Pas sur tous les sujets. Il y a des sujets, effectivement, un peu plus faciles où on peut se permettre un petit peu de mettre un pavé dans la mare, mais il y a des sujets où il faut pas trop rigoler. La fameuse vidéo sur la dépression, là. Bien sûr. Vous dites que vous la regrettez, que vous ne saviez pas que c'était une maladie, etc. Il y avait un côté quand même un peu de créer le buzz, non? Alors, la vidéo dépression, les gens peuvent la trouver partout. Même moi, je l'ai pas supprimée, hein, je l'assume. C'était une vidéo vraiment, là, c'était vraiment une dynamique, là, vraiment à l'américaine. On y va, je me souviens même, j'avais mis une voix beaucoup plus grave, etc., pour ajouter un peu plus des caisses. Et le but, c'est de montrer, bougez-vous, qu'importe votre cœur brisé, qu'importe ce qui vous arrive dans la vie, allez-y, et qu'importe votre dépression, allez-y. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû dire déprime au lieu du mot dépression, parce qu'effectivement, la dépression c'est une vraie maladie, chose que, en fait, comme je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas ce recul-là, je n'ai pas eu cette éducation-là autour de la dépression, et des proches à moi non plus. Enfin, si j'avais été témoin d'un proche qui avait vécu une dépression, j'aurais eu un recul suffisant pour me dire, waouh, on blague pas avec ça. Comme j'ai été victime d'une agression, donc je sais un petit peu la psychologie derrière. Là, en l'occurrence, je l'ai pas eu et je le regrette. C'est pour ça qu'après, j'ai fait la vidéo avec la psychologue parce que je me suis dit, ouais, ok, j'ai voulu faire l'américain bourrin, mais là c'est dommage parce que du coup il y a des gens que ça a déçu ou que ça a déplu et encore une fois j'assume tous mes propos, mais là je me suis dit c'est dommage. Donc hop, j'ai désamorcé avec la psychologue, j'ai expliqué que moi j'avais pas eu ce recul-là vis-à-vis de la dépression et que oui, je maintiens mes propos, le sport peut vous aider à lutter contre la dépression, à vous remettre un pied à l'étrier, mais il n'y a pas que ça. Moi le sport c'est ce que je revendique parce que c'est ce qui m'a aidé, mais il peut y avoir l'art, la musique. On arrive au bout de notre discussion qui est assez longue. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré. Cette vidéo va être publiée, puis sous cette vidéo, il va y avoir des commentaires. Ouais. Parlons-en. A priori, avant qu'ils y soient, à mon avis, moi, j'ai le sentiment que peut-être qu'on va des gens qui vont dire mais pourquoi Brut vous donnez la parole à Bien sûr, vous êtes politisé. À Thibaut InShape, qui est quelqu'un d'extrême droite. Comment sur Brut vous voyez alors de droite, j'ai plus dit de droite. Et à l'inverse, je ne sais pas si vous regardez Brut ou quoi, est-ce que vous, pour vous, c'est important justement de dépasser votre communauté? C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec pas mal de choses que vous avez dites, mais en même temps, on est capable d'avoir une discussion. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est important? Et est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une sorte de tendance à ce que chacun reste dans son coin et ne se parle plus, même si on peut acter des désaccords et en parler? Bien sûr.
Moi, je suis content aujourd'hui. Effectivement, il y aura beaucoup de commentaires sous la vidéo, des gens qui vont me découvrir, des gens qui vont redécouvrir, des gens qui vont rester dans leur position, des gens donc ça va conforter cette position-là. Ils pensent, honnêtement, ils pensent qu'ils veulent. Je mange pas avec eux le soir. Ils vont regarder cette vidéo-là, puis ils vont regarder notre vidéo, puis ils vont regarder une vidéo. En fait, aujourd'hui, on consomme, tu vois, cette vidéo-là, elle sera en réel, etc. Et d'autant plus qu'encore une fois, je pense que sur YouTube, les commentaires, ça va aller parce qu'il y a un contexte. Mais sur les réels Instagram, à mon avis, là, ou sur TikTok, ça risque de. Il y aura plus, à mon avis, à checker ici. Mais encore une fois, on laisse libre les gens de commenter ce qu'ils veulent. Moi, je sais que je suis en accord avec mes idées. C'est pas celle que partage tout le monde. Et c'est pas grave, moi c'est celles qui m'ont construit. Et encore une fois, on peut pas, c'est trop dur de mettre tout le monde d'accord forcément. Mais vous n'avez pas le sentiment que là vous êtes en train justement d'être un symbole, encore une fois, alors j'enlève le mot extrême, de la droite dure. Est-ce qu'il n'y a pas ce fait de vous couper d'un certain public quelque part? Si, mais écoute, en fait, je suis pas un calculateur, je pense pas être un calculateur, je suis pas là pour calculer mes coûts à l'avance. J'avance un petit peu, voilà, pas à tâtons, mais j'avance avec mes convictions, mes idéaux, ce qui m'a aidé dans la vie. Moi, c'est le sport qui m'a aidé. J'ai vécu une agression, j'ai écrit des trucs pas cool sur Facebook. On me le reproche aujourd'hui, 10 ans plus tard. J'ai dit d'autres gaffes, je me suis excusé. Ça fait partie de la construction et je renie pas du tout cette construction-là. Elle est pas parfaite, je suis pas parfait, mais voilà, j'avance et juste, comme je disais tout à l'heure, j'estime juste essayer de faire plus de bien que de mal et aider les gens et voilà à trouver leur voie. Après, je suis pas le messie, hein, mais que chacun. Je cherche pas à être apprécié de tous parce que c'est impossible. Et ça se trouve aujourd'hui, je dis des bêtises, il y aura peut-être que des commentaires positifs ou que des commentaires négatifs, mais c'est pas grave, tu vois. Je vais même pas forcément aller lire les commentaires. Peut-être plus mes proches, ils vont les lire, mais moi je vais même pas les lire parce que je sais ce que je vaux au fond de moi. Je sais que je suis pas raciste, je sais que je suis pas homophobe, je sais que je suis pas sexiste, je sais que je suis pas transphobe. Les gens peuvent le penser. C'est pas grave. Franchement, ils pensent qu'ils veulent. À la fin de ma vie, c'est pas ce que je vais retenir que Pierre-Paul Jacques il pense que je suis transphobe ou que Aymeric du 72 pense que je suis raciste. C'est pas grave. C'est pas eux qui m'aideront dans tous les cas. On en revient à ce que je disais. C'est pas eux qui m'aideront si un jour je tombe en panne sur l'autoroute. C'est pas eux qui regarderont pas mes vidéos. Bah c'est pas grave. Ils regarderont les vidéos d'autres youtubeurs. C'est la vie. Bon, eh ben on verra les commentaires. Merci en tout cas avec plaisir. du temps que Merci de m'avoir reçu surtout. Merci à vous.